Loin de verser dans des éloges d'une lecture exhaustive de toutes les femmes qui ont marqué le temps, le monde, l'une d'entre elles sort de l'ordinaire. Adolphine Biaïoua Muley est à ses jours une femme incontournable d'une ethnie minoritaire en République démocratique du Congo et beaucoup plus dans la région de Grand Lac. Par son expérience, elle inspire à la fois la confiance de ses pairs, au peuple minoritaire en particulier et au peuple africain en général. Dans le cadre du projet du chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, celui de la révolution de la modernité, cette vision phare de faire du Congo une puissance énergétique et environnementale, un pôle d'intelligence et du savoir-faire, est celui qu'il prend dans le cadre de la parité. La représentativité des femmes au sein des institutions est l'un des défis majeurs. C'est ce qui fait qu'il a plu à son Excellence Marcellin Tshichambo, gouverneur du Sud Kivu, de jeter son dévolu en cette femme aux multiples casquettes, de faire partie de son gouvernement paritaire, un geste à encourager. Avec ses 42 ans d'âge, la ministre fraîchement nommée est encore plus ambitieuse que jamais, non seulement de continuer son combat humanitaire afin d'œuvrer pour le bénéfice et le développement de sa province, mais aussi et surtout celui de jouer un rôle capital et majeur dans les prises de décisions. C'est d'ailleurs cela qu'explique son choix politique. Et oui, la révolution est en marche, le processus est en cours. J'ai choisi les femmes par conviction. Les hommes dirigent depuis 1960 et ça ne va pas nécessairement très bien. Alors pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de diriger avec les femmes également, qui constituent quand même plus de 50% de la population? Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas les femmes? Moi, j'ai la chance d'avoir comme ministre des Finances une dame. C'est la seule dame ministre des Finances depuis très longtemps d'ailleurs. Je crois que depuis que la République démocratique du Congo existe, on n'a jamais eu de femme ministre des Finances. Cette fois-ci, il y en a une. Elle commence en province. Peut-être que demain, elle sera ministre nationale des Finances. C'est une fonctionnaire de la DGI qui a été conseillère économique et chargée des investissements avant de devenir ministre. Donc elle a suivi un cursus normal pour occuper les fonctions de ministre. La ministre de la Justice, elle a un diplôme en droit humanitaire, issue de la société civile, donc elle sait de quoi elle parle. Les problèmes de la prison, cette population de prison, les problèmes humanitaires liés à la prison. Donc nous avons pris une dame qui pense ces choses-là. La ministre de l'enseignement primaire, elle était secrétaire exécutive adjointe du gouvernement provincial déjà, dans le gouvernement passé. Elle est licenciée en droit de l'université de Lubumbashi. Elle a travaillé plusieurs fois comme conseillère juridique. Et donc, j'ai la conviction qu'elle peut réussir son travail de ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Là, j'ai deux secrétaires exécutives adjoints. Une, Madame Sadiki, elle est issue de la société civile. Il y a Madame Hendwa, issue également de la société civile. Il y a enfin, parce que vous voulez en parler avec beaucoup d'insistance, il y a une dame, oui, la ministre de l'Agriculture, Environnement, Développement rural et Affaires foncières. C'est une dame très connue sur le plan international, au point où dès qu'elle a été nommée, tous les partenaires qu'elle a à travers le monde se sont reconnus dans sa nomination. Elle défend la cause des peuples autochtones depuis très longtemps, pour des questions de conviction et pour des questions d'appartenance. Donc si demain on doit délimiter les aires naturelles,
hein, les réserves naturelles, elle sait de quoi elle parle. Si demain on doit discuter des droits de peuple concernés par les spoliations, elle sait de quoi elle parle. Si on a parlé de l'agriculture, il y a un problème foncier. On discute tout le temps des peuples autochtones qui seraient privés de leurs espaces d'agriculture normale. Elle sait de quoi elle parle. Alors on ne peut pas faire l'agriculture aujourd'hui sans parler de l'environnement. Et donc elle sait de quoi elle parle. Donc on ne les a pas pris pour seulement s'amuser. Non, on a pris des gens qui pouvaient rendre service à la province. Et qui sait, demain, elle peut prendre des dimensions nationales et permettre d'occuper de hautes fonctions au niveau national. Au début, la migration, c'était les étudiants. Puis vint les diplomates. Puis les diplomates et les étudiants ont ramené leur famille. Puis a commencé la migration économique. Parce que la migration réfugiée politique, entre guillemets, nous savons tous que derrière ça se cache une migration économique. Et dans cette migration économique-là, il y a eu le phénomène des regroupements familiales. On appelle la cousine, la tante, la nièce, et les guerres qui ont émaillé notre pays. Donc les conflits qui ont émaillé notre pays ont fait qu'on a ramené des enfants ci et là, des personnes ci et là, pas trop d'instruction, qui n'ont pas le but d'aller là-bas pour étudier, pour investir, pour un emploi, mais pour se chercher. En n'étant pas intégrés dans la société où elles sont, ce qui crée des frustrations, automatiquement, avec l'histoire dont vous connaissez dans notre pays, ce qui a emmené à ce que ces gens-là soient frustrés et des groupes politiques, des leaders politiques ont instrumentalisé cette frustration-là, de la diaspora même. On peut parler des enfants soldats, on peut parler des gens qui n'ont pas étudié, qui sont partis presque à pied en Europe, en dilapidant leurs biens ici, en espérant trouver un monde meilleur. Mais ce monde meilleur ne se trouve pas. On se rend compte que finalement, on est bien que chez nous, on est bien que chez soi. Mais maintenant, le bien chez soi, là, l'interface, depuis tous ces temps, n'y est pas. Où est-ce qu'on va structurer l'interface? Où est-ce qu'on va identifier l'interface? La diaspora, comme on dit, elle est plurielle. Il y a cette diaspora-là qui se cherche. Il y a nos enfants qui sont en perte d'identité culturelle, dont bien sûr tout ce groupement-là récupère. Il y a la diaspora scientifique qui aimerait bien faire le transfert des compétences et d'expertise, mais ce n'est pas aussi cadré. Il y a aussi ici la fuite de cerveau. N'oublions pas la migration circulaire. Et cette fuite de cerveau-là, elle crée quoi? Un manquement pour notre pays, un manque organisé pour notre pays. Ces gens-là ont été boursiers, rentrés au pays, vont travailler ailleurs. On fait quoi? Donc ça veut dire qu'il faut canaliser ça par une structure d'interface qui fait qu'il y ait des états généraux de la diaspora organisés, encadrés quand même par le gouvernement. On a essayé les Congolais, les assises de Congolais de l'étranger. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Nous avons été là. Pourquoi ça n'a pas marché? On n'a pas identifié les vrais leaders de la diaspora. On n'a pas identifié les vraies expertises de la diaspora. Ça a été fait de ça et là. Je pense que le gouvernement doit s'asseoir avec les vrais leaders de la diaspora. Je pense que les ambassades les connaissent. Les structures des plateformes de la diaspora, on se connaît tous. Qu'on ne se le cache pas. Mais alors il faudrait vraiment arrêter le clientélisme et la politique de copinage entre ci et là. Et le problème va continuer. Je viens de recevoir mes frères qui vivent en dehors du pays. Nous avons échangé, j'ai admiré la sincérité, j'ai admiré le courage et je me suis rendu compte qu'ils sont très attachés à la patrie et que, comme je l'ai dit dernière fois avec madame de la presse de la diaspora, le Congo, la République, le gouvernement, le chef de l'État, je crois que nous pouvons compter sur ces jeunes qui ont réussi à acquérir des valeurs à travers certaines expériences dans les espaces de la vieille démocratie. Je crois qu'il est important qu'ensemble nous puissions trouver un compromis pour qu'ils participent de l'intérieur ou de l'extérieur, mais qu'ils participent à toutes les actions qui visent le développement de notre pays. Ils l'ont déclaré et j'ai lu la sincérité dans leurs yeux. J'y crois. Et vous avez senti que je ne voulais pas répondre précipitamment. Nous sommes en concertation, il y a des solutions qui viendront à travers les résolutions. Mais les éléments qui concernent des réponses directes au niveau du gouvernement, je m'arrangerai. Demain, nous avons un autre contact pour associer les collègues des secteurs concernés. En ce qui concerne mes services, tout le monde aura l'obligation de venir. Et je crois qu'à ce moment-là, on va échanger de manière précise. Ils pourront être rassurés pour certains aspects soulevés dans les échanges de tout à l'heure. Nous sommes des frères.
il est temps que nous puissions nous serrer les coudes pour regarder dans la même direction. Nous sommes dans la phase de confection des documents, de proposition de résolution, après avoir analysé les causes et les conséquences des différents conflits. J'aimerais également signaler que j'ai été absent pendant 48 heures pour des raisons d'État. De mon intervention de tout à l'heure, vous avez compris, c'est toujours dans l'intention de réconcilier les cœurs. L'invitation que nous avons eue, surtout dans notre thématique qui est assez stratégique, dont j'estime que c'est même l'appendice de cette concertation, parce qu'on traite le problème des conflits communautaires, la réconciliation et paix. Donc je crois que c'est le dénominateur commun, en d'autres termes, de notre thématique. Et par conséquent, pour revenir à votre préoccupation, tout ce que nous sommes en train de conjuguer ici dans cette salle, c'est comme vous l'avez vu, c'est de prendre des voix de presque tout le monde, de faire l'autopsie et chercher également les remèdes pour qu'il y ait une paix durable demain. Vous avez vu les échanges entre les communautés, et c'est à cette occasion que j'ai intervenu, que ce n'est pas seulement telle ou telle tribu qui participe, mais tout le monde est dedans. Et même les gens qui étaient dans la salle, comme je l'ai dénoncé, il y a des gens qui sont les responsables des milices, chacun a une colline, et ici, j'aimerais que nous puissions détruire toutes ces collines, que nous pouvons détruire ces milices, afin que nous puissions nous retrouver autour du chef de l'État, autour de notre nation, pour que la paix revienne. On pouvait avoir de moyens, on pouvait avoir des milliards, Matata peut produire ses croissances et consorts, mais quand il n'y a pas la paix, je crois que rien ne peut donner solution meilleure à notre pays. D'où la recommandation que j'ai faite, même dans la salle, pour que nous tous nous puissions nous défouler, qu'on puisse rentrer le bois et qu'on laisse tout le monde parler et qu'à la fin, j'ai vite compris, que même le président m'a compris, et la salle a applaudi pour que nous puissions chuter sur la cohésion nationale. Et c'est ce que le chef de l'État, c'est ce que la population attend de nous. Madame, il m'est difficile, je ne suis pas autorisé de pouvoir donner le récit de mon travail, de mon voyage. Je crois que nous sommes très bien organisés, c'est sur la présidence de mon ministre des Affaires étrangères, et il y a également le responsable de l'accord cadre, et sans oublier les autres personnalités qui nous ont accompagnés. Une chose est vraie, que ce n'est pas un secret, vous avez suivi même sur les images, et qu'il y a eu la rencontre entre l'M23 et l'équipe gouvernementale autour de le facilitateur. Le contenu, je ne suis pas obligé de vous le dire, madame, mais une chose est vraie et qu'il y a eu des avancées très très remarquables. Et nous estimons que d'ici peu, nous pouvons arriver à trouver la panacée à ce problème. Une chose est vraie, vous remarquez que j'ai même un petit sourire au coin de mes lèvres. C'est pour vous dire, l'armée d'aujourd'hui, ce n'est pas l'armée d'hier. Il est vrai que nous avons été infiltrés. Les va-et-vient que nous ne cessons de faire entre Kampala et Kinshasa, ce ne sont pas des voyages de touristes. Je vous l'avoue sincèrement que notre armée, je ne sais pas si vous avez les nouvelles sur le terrain, notre armée s'organise à sa manière et aujourd'hui, nous devons être fiers de notre armée. Ce sont des secrets d'État que je ne peux pas révéler ici, mais je vous l'avoue, même s'il y a ces pourparlers, c'est parce que sur le terrain, notre armée est en train de s'organiser. Et je vous l'avoue, demain ou après-demain, cette armée fera quelque chose au niveau de la sous-région et même de la région des Grands Lacs. Non, aujourd'hui nous sommes passés dans le conflit lié aux ressources naturelles. Effectivement, il y a eu une forte intervention de la diaspora aujourd'hui. Bon, ils ont d'abord parlé de deux choses. La première, c'est qu'il y a eu cette plainte de dire qu'il y en a qui n'ont pas été servis dans les perdièmes. Mais je crois qu'il s'est passé aussi une réponse claire. C'est que la diaspora qui sont venus de différents pays et qui ont été pris en charge en termes de billets et avions, ceux-là ont été effectivement logés. La diaspora, comme nous autres, c'est moi aussi ancien diaspora, qui était déjà présent à Kinshasa, je crois qu'il y a eu dans leur groupe une histoire de 8 qui ont été pris en charge en termes d'arrivée, mais tous les autres ont été pris comme observateurs. Donc tout cela, ça a créé que ceux qui sont pris comme observateurs se retrouvent un peu comme des outsiders et ils réclament un peu pour dire, bon, nous sommes présents, est-ce qu'on ne peut pas nous prendre aussi en même temps? Mais sinon, ils ont quand même relevé leurs inquiétudes par rapport aux exploitations minières, aux sociétés étrangères qui prennent priorité sur le local. La même communauté diaspora qui a aussi demandé
qui se plaint en fait qu'il y a l'État qui ne prend pas très en compte la prise en charge sociale, qui les pousse eux à venir au secours. C'est-à-dire au lieu d'économiser pour leur vie là-bas, ils se dépoumonent aussi pour revenir au secours de nos familles ici. Ils ont tenu à ce qu'il y ait une prise de responsabilité de la population par le gouvernement pour qu'enfin les choses reviennent quand même en ordre. Donc ils participent très bien, je crois que ça va. Dans les tripes en fait. Donc les concertations vont servir à donner un nouvel élan au redressement de la République démocratique du Congo. C'est une question de renouvellement de l'élan. Et je pense que dans ce sens-là, des changements sur le plan institutionnel doivent arriver avec, je le souhaite personnellement, l'avènement d'un nouveau gouvernement par exemple, pas pour donner des postes à des individus, c'est pas ça, mais pour donner un nouvel élan à la vision et à l'action du président de la République et des institutions de notre pays. UEFA, c'est le sigle, c'est Union pour l'émancipation de la femme autochtone. C'est une association qui a été créée par des femmes autochtones en 1998. Nous avions comme objectif de promouvoir les droits de la femme autochtone, disons des autochtones en général et de la femme autochtone en particulier. Comme vous le savez, les autochtones, communément appelés pygmées, en RDC, c'est un peuple qui est marginalisé, discriminé et dont les droits sont violés du jour au jour. Et donc nous avons créé l'organisation en fait, pour essayer de lutter contre cette marginalisation, la discrimination. Quelles sont les réalisations accomplies depuis ? Bon, en fait, UEFA comme structure, on a déjà fait beaucoup de choses que j'ai difficile à énumérer ici. Mais il faut dire que nous avons travaillé sur la mentalité des femmes autochtones pygmées, mais aussi sur la mentalité des autres communautés, les Bantous et autres. Parce qu'au début, pour les autochtones, il y avait déjà l'auto-marginalisation. Les femmes autochtones comprenaient que tout en étant femmes, et femmes autochtones, donc tout ce qu'elles étaient en train de subir, c'était normal. Et nous avons fait beaucoup de séminaires, beaucoup de formations, beaucoup de renforcement des capacités pour expliquer aux femmes autochtones qu'elles sont des femmes, elles sont humaines comme tout le monde, et donc elles ne sont pas supposées être victimes des abus qu'elles connaissent. Et aux autres communautés de comprendre que les autochtones sont aussi des hommes comme eux et qu'elles ont droit aussi à la même considération que les autres communautés. Donc disons c'est un peu dans ce sens-là, mais aussi ensemble avec d'autres organisations, parce que je suis en même temps la présidente de la dynamique des groupes de peuples autochtones. Nous avons fait beaucoup de lobbies au niveau national qu'international pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones pygmées. Je devrais dire qu'il y a vraiment une avancée extraordinaire au niveau de la RDC. Madame, parlons un tout petit peu aussi de vous. Souvenons-nous que depuis le 5 juin 2013, vous avez été nommé ministre de l'Environnement au sein du gouvernement de M. Marcellin Tshisambo. C'est un mérite ou c'est juste un piston? Bon, je ne pense pas que c'est un mérite, mais le gouverneur, il nous a vus à l'œuvre. Comme je disais, dans le cadre de notre lutte sur le droit, en fait, quand on parle des pygmées, on parle des forêts. Alors, et la forêt et l'environnement, c'est lié de toute manière. Et donc, nous avons fait, non seulement en faisant les plaidoyers pour les autochtones, nous l'avons fait pour les pays. Tout ça mis ensemble, je pense que monsieur le gouverneur de la province, il a pensé que nous pouvons faire quelque chose dans le cadre de l'environnement. En parlant du gouverneur, parce qu'il est presque le seul dans les gouvernements ici en RDC à avoir quelque part prôné la parité. Est-ce que c'est une erreur de sa part? Quelle sera votre particularité comme vous êtes beaucoup de femmes dans ce gouvernement? Bon, en fait, le gouvernement de son Excellence, monsieur le gouverneur, c'est vraiment une équipe.
c'est une équipe. C'est vrai, il a été beaucoup félicité au niveau national qu'international sur sa volonté de vouloir respecter la parité, même aller au-delà. Et nous avons pensé, nous les femmes, nous devons l'encourager. Hein? Nous devons montrer que nous méritons et qu'il n'a pas fait un mauvais choix. Et c'est ce que nous demandons à toutes les femmes aussi, que toutes les femmes nous accompagnent, hein? Que toutes les femmes nous donnent des conseils, des orientations, parce que si nous échouons, ce sont les femmes qui échouent. Si aujourd'hui le gouverneur a placé 4 ministres sur 10 et 2 femmes adjointes au gouvernement, au secrétariat du gouvernement, ça fait 6 sur 13. Et donc, c'est vraiment... bon, c'est du jamais vu, de toute façon. C'est du jamais vu et nous pensons que nous ne devons pas les décevoir. Mais pour ce faire et pour ne pas bloquer le chemin pour les autres femmes, il faut que les femmes comprennent qu'elles doivent nous accompagner. Parce que si nous travaillons bien, hein, ça va encourager pour qu'on puisse nommer les autres. Parce qu'on ne va pas rester là éternellement. Mais il faut qu'il y ait d'autres femmes qui soient nommées. Et ça va dépendre en fait des résultats que nous, on va donner. Si nous ne donnons pas de bons résultats, bon, sûrement qu'il n'y aura pas nécessité encore de nommer des femmes. Mais si nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes avec l'appui des autres femmes, sûrement que les autres, peut-être Marcellin lui-même, s'il y aura encore un autre gouvernement, ou les autres provinces pourront dire, mais bon, au Sud Kivu, on a donné les tons, peut-être que nous devons suivre selon les résultats que les femmes vont donner. Donc nous avons besoin de l'appui de toutes les femmes pour que nous puissions faire mieux. Et même vous, les femmes de diaspora, ça n'empêche, vous avez nos contacts et tout ça, et appuyez-nous. Parce que vous pouvez être là-bas en Belgique ou je ne sais pas où, mais vous pouvez venir d'abord travailler pour la province et puis vous rentrez, ça sera toujours une bonne chose. Parlons question de l'heure, les concertations nationales. Vous, en tant que ressortissant du Sud Kivu, quelles recommandations pourriez-vous faire pour ces travaux qui ont déjà débuté? Bon, moi comme Congolaise d'abord et comme ressortissante de la province du Sud Kivu, ce que je peux demander, c'est la sagesse, hein? Aux gens qui sont à la concertation, qu'ils réfléchissent avec leur tête, hein? Qu'ils réfléchissent correctement. Parce qu'on ne va pas aller de concertation en concertation. Hier, c'était à Manileo, à Goma. Aujourd'hui encore, c'est la concertation. Peut-être que demain, il y aura autre chose. Je pense que les Congolais doivent prendre ses responsabilités. En tant que sud-kivusienne ou une femme de l'Est, en fait, l'idéal serait qu'on trouve des compromis qui nous permettent de mettre fin à la guerre. Parce que nous avons, effectivement, on a des appuis de par-ci, par-là, mais ces appuis travaillent beaucoup plus sur les conséquences, qui sont les viols, qui sont les tueries et tout ça. Mais tant qu'on n'a pas travaillé sur les causes, il faut se dire qu'on va m'assister 1000 fois, mais je suis toujours violée, ça n'a pas de sens. C'est bien parce que ça doit, dans le présent, bon, nous en avons besoin. Mais dans le futur, nous pensons qu'il est important que les Congolais qui sont maintenant à Kinshasa pour les concertations, ils doivent être capables de prendre les responsabilités. Si je suis allée dans la politique, en fait, c'est toujours continuer ma lutte. Je pense que, et beaucoup d'autorités congolaises m'en avaient dit, tant que je ne suis pas là où les décisions se prennent, il est difficile de réaliser ou de faire changer les choses. Pour toutes ces femmes, c'est d'abord remercier celles qui reconnaissent mes mérites, parce que des fois, ce n'est pas évident pour certains de nos compatriotes pour reconnaître les mérites des uns et des autres. Je ne peux que remercier d'abord tout ça et remercier tous les partenaires qui nous ont appuyés parce qu'en fait, ce que je suis aujourd'hui, ce sont les efforts d'une quinzaine d'années peut-être. Et donc, c'est avec l'appui des différents partenaires que nous avons eu qui ont fait que je puisse être aujourd'hui comme ça. J'ai été renforcer les capacités dans les plaidoyers, dans les lobbies. Le gouverneur de la province du Sud Kivu a besoin des encouragements et des félicitations pour ce qu'il a fait.
Mais nous aussi, nous avons besoin d'un appui. On apprend tous les jours. Et donc, si ces femmes, à travers, je ne sais pas quel canal, par vous, par les autres, ils ont nos adresses, il y a celles qui ont nos adresses, nous avons besoin des conseils, nous avons besoin des orientations, nous avons besoin de l'appui. Et aussi, ce que je voudrais, c'est que tous ces partenaires qui pourraient suivre, en tout cas, j'ai l'agriculture, le développement rural, j'ai l'environnement et les affaires foncières. J'aimerais bien voir des gens, des partenaires, des investisseurs qui viennent en province pour venir investir dans la province, dans le cadre au moins de mes portefeuilles. Et ils seront bien servis. Il y aura pas, je sais on dit que non, au Congo ce n'est pas facile, mais en tout cas chez moi, les portes sont ouvertes. Il n'y aura pas de complications, des cabinets et autres. Ils sont les bienvenus pour investir. Et parce qu'en fait aussi, je sais que le gouverneur a été beaucoup critiqué pour ma nomination. Et je pense, c'est pourquoi je voudrais faire mieux. Et j'ai besoin de l'appui des uns et des autres pour que les gens comprennent que je peux faire quelque chose. Que le gouverneur ne s'est pas trompé en me mettant à cette place-là. La nomination de 4 femmes, c'est la révolution de la modernité, non? Je pense que son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu, il a suivi les schémas du chef de l'État. Parce que le chef de l'État veut faire un peu de différence. Et j'imagine aussi, parce que de toute façon, avant que le gouvernement soit publié, ça doit être prévu par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et je pense qu'il faut les remercier et l'encourager pour avoir accepté que Marcelin, gouverneur de la province du Sud-Kivu, puisse publier ce gouvernement tel que c'est. Et nous pensons aussi, en même temps, comme vous le savez, le président de la République et le premier ministre et chef du gouvernement, ils ont pris l'agriculture comme priorité de la RDC. Ils ont pris l'agriculture comme priorité parce qu'en fait, les Congolais, avant tout, on a besoin d'avoir la suffisance alimentaire. Ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui, nous avons lancé la campagne au Sud-Kivu, mais c'est du nouveau, c'est du jamais vu. Les gens, ça fait une vingtaine d'années que la campagne agricole n'a pas été effective dans toute la RDC. Et aujourd'hui, ils comprennent qu'avec l'appui et les fonds du gouvernement, on peut faire la campagne agricole. Nous avons 8 territoires. Nous avons lancé dans tous les territoires la campagne agricole. Et aujourd'hui, la population est contente de voir que le gouvernement est en train de prendre ses responsabilités. Et donc, dans le cadre de la révolution de la modernité, nous ne pouvons qu'accompagner le chef de l'État dans sa vision. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, dans sa mission aussi, qui aussi est en train de suivre le pas du président de la République. Et aussi, comme province, nous avons notre chef de l'exécutif provincial qui a aussi une vision dans le cadre de la vision du chef de l'État. Nous avons élaboré différents documents en province pour nous aider à orienter, à démontrer la vision de la province et les orientations de la province. Donc, notre gouverneur aussi, tout en s'appuyant sur les programmes centrales, mais aussi selon les besoins, selon les besoins de la province, des différents territoires, nous avons pu orienter aussi les programmes d'action de la province avec l'appui certainement des différents partenaires.